Et je vous remercie d'abord pour votre présence. Je me présente, je suis Alima Gorbel, maître de conférence affectée au LATMOS et l'UT de Mantes. Je vous présente aujourd'hui mon exposé dans le cadre des vendredis au VSQ qui concerne mes travaux de recherche et une proposition d'un projet d'intégration au LATMOS que j'avais développé lors de mon recrutement MCF afin d'établir des éventuels partenariats ou coopérations avec les chercheurs de l'ATMOS. Voilà, d'où, suite à une prise de contact avec quelques membres de l'ATMOS, j'ai pu cerner les besoins de recherche de nouveaux matériaux qui sont adaptés à l'application spatiale, d'où ma proposition de développement des nouveaux dispositifs instrumentaux et matériaux intelligents adaptifs à l'application spatiale. Et j'ai pris comme exemple les petits satellites stables et résistants aux ultraviolets. Le plan de ma présentation est composé de deux grandes parties. La première partie, je vais vous présenter mes activités de recherche et la deuxième partie, je vous présenterai mes projets d'intégration au LATMOS et je finirai par des conclusions et perspectives. Tout d'abord, je vous présente ma formation universitaire. Après avoir un diplôme de technicien supérieur en chimie, j'ai intégré des écoles d'ingénieurs et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en génie des matériaux. Et puis, j'ai poursuivi mes études en master de recherche sur les matériaux et les surfaces. Mon goût pour la recherche m'a permis de préparer une thèse de doctorat en co-tutelle entre l'UTBM et l'ENIS. Et depuis septembre, je suis maître de conférence au LATMOS et l'UT de Mantes et je suis qualifiée pour les deux sections CNU 60 et 33. Voilà, cette formation me permet d'avoir plusieurs expériences professionnelles, que ce soit dans l'enseignement ou dans la recherche. Et j'ai occupé aussi quelques responsabilités. J'étais responsable de la plateforme d'essai BioTN pour les TP à l'UPEC, Université de Créteil. J'ai encadré également des projets et des stages de PFE pour les ingénieurs, futurs ingénieurs, à l'UPEC aussi, et j'ai encadré un master de recherche. J'ai participé également d'un encadrement d'une thèse en co-tutelle. Voilà, mes activités de recherche se gravitent autour de trois axes. Le premier axe qui concerne matériaux et procédés. Le deuxième axe s'intéresse à la partie mécanique et la caractérisation acoustique. Et le troisième axe s'oriente vers la mécanique et le traitement de surface. Donc, commençons tout d'abord par le premier thème de mes travaux de recherche qui concerne les matériaux et les procédés. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, intitulée Élaboration et caractérisation de couches minces en composite sur un métal par projection thermique. Donc, mes travaux de recherche ont été réalisés sur trois sites, site Sévenant et Montbéliard à l'UTBM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, et site de Sfax au laboratoire des matériaux avancés en Tunisie. L'objectif de ce travail, en fait, c'est concentré sur le choix des matériaux et l'optimisation des paramètres de la technique de la projection thermique. C'est une technique qui nous permet d'élaborer des dépôts de composites fonctionnels. Et dans mes travaux de recherche, le choix de la méthode de projection s'est basé sur deux méthodes. La méthode APS, Atmospheric Plasma Spraying, et la méthode HVOF, High Velocity Oxyfuel, dont je vais présenter en plus de détails le principe de ces techniques et qui nous permet en fait le bon choix des matériaux et l'optimisation des paramètres de ces deux techniques, de ces méthodes de projection thermique, nous a permis d'élaborer des dépôts de composites fonctionnels d'épaisseur de 250 micromètres. Après la partie d'élaboration, la partie caractérisation a été réalisée et deux volets de caractérisation a été sélectionné. La caractérisation mécanique et surfacique en utilisant tests d'adhérence, la dureté, porosité
usure, la durée de vie et l'étude tribologique. Et le deuxième volet de caractérisation concerne la structure et la caractérisation physico-chimique en utilisant l'infrarouge, le microscope optique électronique à balayage, diffraction des rayons X, ainsi que l'analyse thermique avec la méthode ATD-ATG. Voilà, je vous présente le principe de la projection thermique qui consiste à envoyer, quand vous voyez de la poudre dans le plasma à à haute température, les grains de fondu s'orientent à haute vitesse vers un substrat et l'empilement de ces grains forme un revêtement. Voilà le principe pour les deux méthodes que j'ai utilisées, sauf ici pour la projection à la flamme, on envoie la poudre en suspension dans un liquide pour éviter le colmatage, le phénomène de colmatage des grains. La poudre qui a été utilisée ou destinée pour la projection a été synthétisée dans le laboratoire des matériaux avancés à Sfax et a été caractérisée par le diffraction des rayons X. Et comme c'est montré ici, donc l'analyse montre que cette poudre a une bonne pureté et un bon taux de cristallinité. Les deux autres poudres ce sont des poudres commerciales et le diffraction de rayon X montre la pureté en fait de ces deux poudres utilisées pour former des mélanges. Donc les mélanges, les composites qui ont été synthétisés ont été élaborés, ont été déposés sur deux types de géométriques. Donc des pions qui sont destinés pour la caractérisation mécanique, comme le test d'adhérence, dureté, porosité, et une forme géométrique rectangulaire qui est destinée, cette forme destinée pour la caractérisation physico-chimique. Les paramètres des deux méthodes de la projection thermique qui ont été utilisées dans ce travail étaient bien choisis et optimisés pour pouvoir obtenir des dépôts d'épaisseur allant de 150 micromètres jusqu'aux 250 micromètres pour les mélanges d'alumine, les composites à base d'alumine ou à base d'apatite. Donc voilà les observations microscopiques des revêtements obtenus montrent bien que ces revêtements, la phase grise que vous voyez ici, est bien homogène et bien adhérée au substrat. Aussi, on a pour le composite, on voit bien que la phase claire, la phase blanche, est bien dispersée et homogène dans tout le revêtement. Aussi, on peut, à l'aide d'un logiciel de traitement d'image qu'on appelle Ion, qu'on a utilisé pour pouvoir quantifier le pourcentage pour chaque revêtement, pourcentage de porosité. Aussi, l'un des paramètres qui est très important, c'est d'étudier en fait la caractéristique physique de la surface, donc ainsi que la rugosité des dépôts en utilisant un prolifilomètre et en captant des images de D 3D pour montrer le profil de la surface des revêtements avec des revêtements à base d'alumine ou à base d'apatite. L'analyse microstructurale en utilisant diffraction des rayons X aussi montre les phases minéralogiques pour chaque type de revêtement utilisé, ainsi que la structure. Il nous donne aussi une idée sur la cristallinité et la structure des revêtements après la projection thermique. Une étude de l'adhérence des dépôts est très importante dans ce contexte pour analyser la résistance à la rupture des dépôts
des dépôts réalisés par la projection thermique et on remarque bien que l'ajout de la fluoroapatite pour l'alumine ou pour l'hydroxyapatite a une influence sur l'adhérence mécanique ainsi que les propriétés de la résistance mécanique. La partie de l'étude tribologique, ici on a bien choisi en fait les conditions opératoires pour pouvoir déterminer les coefficients de frottement de ces revêtements et on remarque bien que aussi que la poudre synthétisée qui a été rajoutée dans le composite agit sur le coefficient de frottement. La dernière partie pour mon premier axe de recherche, c'est de caractériser en fait l'objectif en fait de cette partie, c'est de regarder l'évolution de la surface en utilisant le microscope électronique à balayage et on remarque bien euh, que les échantillons immergés dans une solution physiologique qui est en contact avec d'autres éléments chimiques a une influence et forme une couche, comme vous voyez dans les photos, forme une couche amorphe qui recouvre toute la surface après immersion de 28 jours, ce qui montre que les surfaces qu'on a utilisées pour une application bien déterminée, bien sûr, donc ces matériaux qui ont été choisis, ils ont bien répondu à notre attente. On a remarqué la réactivité de la surface en contact avec des éléments chimiques du milieu extérieur. La deuxième partie de mes travaux de recherche concerne la mécanique et l'acoustique dans le cadre de mon postdoc à l'INSA de Blois. C'est un projet européen qui s'appelle PLET, intitulé Détermination des caractéristiques de vieillissement acousto-mécanique en utilisant une approche multi-échelle des propriétés non linéaires. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de développer de nouveaux des nouvelles méthodes et des outils de caractérisation acousto-mécanique avec une corrélation d'image, comme c'est montré ici dans les figures, afin de mesurer la déformation en 2D de notre matériau et modéliser la viscoélasticité, ainsi analyser aussi la dégradation et le phénomène de vieillissement. Donc, le phénomène de vieillissement, c'est un phénomène qui peut apparaître, c'est un problème majeur dans plusieurs domaines, tels que le domaine spatial. Donc, je peux m'intervenir dans l'étude de vieillissement des composantes destinées pour l'application spatiale dans ce contexte. La méthode utilisée ici pour étudier le vieillissement de notre matériau, c'est d'utiliser en fait un essai de traction simple en faisant le chargement, relaxation 25 secondes et après déchargement. Donc, on répète en fait ce cycle 5 fois afin d'obtenir une courbe de la contrainte en fonction de la déformation. C'est une courbe hystérésis qui montre bien le phénomène, les propriétés viscoélastiques de notre matériau. Aussi, on a utilisé la méthode ultrasonique en utilisant une technique qui s'appelle TerraNews et on l'a couplée par la machine de traction. Et comme vous voyez ici, les étoiles, ce sont des points de mesure pour l'ultrason qui nous a permis en fait de quantifier la déformation en 2D de notre matériau. Donc, le troisième et le dernier axe de recherche qui concerne aussi la partie mécanique, mais cette fois-ci, on a traité le surface donc, ce travail est destiné à l'application industrielle. C'était dans le cadre de ma participation de co-encadrement d'une thèse en co-tutelle et en coopération avec l'industriel Sopal Asfax.
intitulé Élaboration et caractérisation mécanique et physico-chimique des revêtements déposés des substrats sur des substrats en laiton par les techniques de la projection thermique. Donc, l'objectif, c'est de réaliser un traitement de surface pour les pièces qui présentent des défauts et développer aussi des nouveaux revêtements fonctionnels afin d'améliorer les performances physiques et mécaniques des dépôts et l'utiliser dans la société Sopal tout en respectant l'environnement. Voilà, je vous présente rapidement la chaîne d'élaboration des dépôts électrolytiques dans cette société. Donc, ils appliquent sur des pièces en laiton une couche électrolytique de nickel semi pour couvrir les irrégularités de substrat. Et puis, ils rajoutent une couche de nickel brillant pour donner l'aspect brillant et pour améliorer aussi les propriétés, la résistance à la corrosion. Et enfin, une couche de chrome, comme ça montre comme c'est montré dans la figure, pour donner un aspect brillant et bonne dureté et évite le ternissement de nickel. Ces dépôts présentent quelques limitations à cause de production de chrome 6 plus qui est toxique pour l'environnement, et aussi les défauts de chromage des pièces non conformes. Ça nécessite la reprise du procédé, et donc c'est une perte du temps et de l'argent pour la société. D'où les objectifs de ce travail, c'est d'obtenir des alternatives au chromage électrolytique, de réduction de l'impact environnemental du chrome 6 et réduction de taux de non-conformité provoqués par le chromage électrolytique. Donc, l'objectif essentiel, c'est de développer des nouveaux revêtements sur des produits comme les robinets, par exemple, ou d'autres produits. Donc, les méthodes d'élaboration de ces revêtements et le choix des matériaux sont présumés dans ce schéma. Donc, on a utilisé deux voies, voie sèche, la projection thermique, et voie humide, la peinture. Et on a utilisé plusieurs types de matériaux pour pouvoir sélectionner et optimiser le bon matériau qui est destiné pour cette application. On a utilisé aussi l'observation microscopique à balayage qui montre que le revêtement est bien adhéré au substrat. Aussi, je vous montre ici des pièces de robinet non conformes qui présentent des couleurs qui sont entourées en rouge. Et après le traitement de surface et l'application de revêtement de téflon, donc voilà l'aspect des pièces qu'on a obtenues à la fin. Donc, le traitement de surface et le revêtement peut être aussi appliqué sur des pièces qui sont vierges ou des pièces qu'on appelle des pièces nickelées. Et voilà l'aspect des pièces qu'on a trouvé à la fin. Voilà, en synthèse, la pulvérisation pneumatique qu'on a utilisée offre un revêtement permettant de couvrir toutes les irrégularités de surface d'origine de traitement électrolytique. Aussi, l'étude physique de la surface des revêtements montre que les revêtements polymères et surtout le téflon sont hydrophobes et ils ont une caractéristique aussi auto-nettoyant. Et ces revêtements possèdent une bonne tenue à la corrosion. Et on a conclu que le revêtement des téflons, des polymères, sont les meilleures alternatives pour couvrir les défauts électrolytiques et tout en respectant bien sûr l'environnement. Donc, ces matériaux sont destinés pour cette application, mais ils sont des matériaux promoteurs. Les polymères, ce type de polymères sont promoteurs pour d'autres applications telles que l'application spatiale. On peut l'utiliser dans les composantes en fait pour l'application spatiale qui ont des bonnes propriétés tenues à la corrosion, des bonnes propriétés de surface
et surtout, on peut avoir des matériaux qui possèdent des surfaces hydrophobes pour éviter quelques problèmes en contact avec l'atmosphère. Voilà. Au final, on a le résultat final en fait des robinets qui ont été faits et qui possèdent une surface hydrophobe et auto-nettoyante. Et en perspective, et vu les conditions, la situation sanitaire actuelle, on a recours en fait d'élaborer des surfaces antibactériennes. Voilà. Donc, tous ces travaux de recherche ainsi présentés font fruit d'avoir 6 revues internationales, 9 congrès internationaux, 2 congrès nationaux et un chapitre d'ouvrage qui est en cours. Et j'ai révisé aussi des revues dans des journaux internationaux. Voilà, j'entame maintenant la partie qui concerne le développement de nouveaux dispositifs instrumentaux et matériaux intelligents adaptifs à l'application spatiale. J'ai pris comme exemple le petit satellite stable et résistant aux ultraviolets. Donc, ce qui concerne le projet de recherche ici au LATMOS, suite à contact avec quelques éléments de l'Atmos, j'ai clairement compris les besoins et les thématiques en fait actuelles de ce laboratoire de l'Atmos. Et voilà, la problématique ici majeure s'articule autour des développements de structures et des systèmes ainsi que des matériaux adaptifs et intelligents d'un nouveau concept de CubeSat, comme c'est montré ici. En utilisant les nouvelles technologies de détection innovantes pour répondre aux exigences de sa mission spatiale. Voilà, l'objectif de ce projet est d'optimiser les propriétés physico-chimiques et optiques des matériaux en contrôlant leur microstructure. Il permettra aussi d'identifier les mécanismes de vieillissement de vieillissement et de chercher la bonne stabilité thermique. Voilà. Et la structure en tenant compte des conditions climatiques, interaction matériaux-atmosphère aussi. Une des propriétés de ce projet sera l'amélioration des propriétés optiques et thermodynamiques des capteurs radiatifs à base des nanotubes de carbone. Donc, ce sont des piles thermiques afin d'augmenter l'amélioration de la précision de mesures énergétiques en orbite et des rayonnements solaires émis et réfléchis. L'un des besoins de la recherche dans cette partie-là, pour la structure CubeSat, c'est d'améliorer les performances des détecteurs des vents, donc comme c'est montré ici. Donc, afin de contrôler et surveiller l'irradiante spectrale solaire et en utilisant, et en fait, en cherchant l'objectif principal, c'est d'avoir une stabilité physico-chimique ainsi optique de ces détecteurs des vents. Voilà. Et comme je vous ai dit, suite à une prise de contact avec quelques éléments de l'Atmos, j'ai pu comprendre pour cette application, pour l'équipe qui travaille sur CubeSat, les différents éléments de cette structure et les besoins actuels pour l'amélioration de quelques composantes telles que les thermopiles et les détecteurs des vents, ainsi que avoir une bonne résistance en fait, ainsi que l'étude de la résistance au vieillissement de ces composantes parce qu'ils sont en contact de l'atmosphère. Et on a plusieurs paramètres qui s'interviennent en fait pour pouvoir avoir des matériaux qui sont intelligents, propres et adaptatifs à cette application. Donc,
De ce fait, je peux participer à ce projet de recherche scientifique et d'autres projets. Je suis ouverte aussi pour d'autres projets en apportant ma vision, mes compétences scientifiques et expérimentales dans le domaine des matériaux, pour l'étude aussi des nouveaux matériaux fonctionnels et l'étude de leur résistance au vieillissement. Et je peux également m'intégrer pour développer de nouveaux matériaux propres et utiliser une structure, par exemple une structure d'alumine et même la procédure en fait de cette structure. Et puis aussi, je peux aussi développer des capteurs radiatifs à haute tolérance et haute résistance au rayonnement en utilisant des matériaux à base de nanotubes de carbone. Un axe qui est promoteur, qui est très intéressant aussi, où je peux m'intervenir dans le développement des capteurs des vents qui est adapté aux missions spatiales en utilisant des matériaux à base d'oxyde. Donc, ces matériaux à base d'oxyde comme le bêta d'oxyde de gallium ou l'oxyde de zinc. Euh, voilà, et on peut avoir d'autres mélanges. Donc, on peut avoir d'oxyde de gallium dopé à d'autres éléments chimiques pour augmenter la précision de détection de ces capteurs. Un quatrième axe qui peut être intéressant aussi, c'est de modéliser le comportement thermomécanique en utilisant la méthode des éléments finis afin de comprendre les micro-contraintes dans la structure. Et puis j'ai fait beaucoup de structures, de calcul de structure et je peux m'intervenir dans cette partie-là de modélisation de comportement mécanique. Donc, avant de finir, je veux bien faire la synthèse de mon profil en recherche. Donc, le premier point, c'est donc, je peux optimiser les propriétés des matériaux en contrôlant leur microstructure, identifier les mécanismes de déformation et de recristallisation des matériaux naturels, que ce soit peau, muscles ou synthétisés, à savoir les métaux, les alliages, les composites et les céramiques. Les matériaux aussi innovants dans le domaine de nanotechnologie, comme les nanotubes de carbone. Je peux travailler aussi avec des dépôts et traitements de surface, à savoir l'oxydation, passivation, ou j'ai beaucoup travaillé avec des revêtements aussi sur le métal. Et un autre point très important, c'est l'analyse mécanothermique, dimensionnement et modélisation par la méthode d'éléments finis et à la fin, développement physique instrumentale et c'est l'interaction gaz, en tenant compte de l'interaction gaz-matériaux. Donc, cette synthèse, suite à cette synthèse, me permet d'avoir une expertise en analyse expérimentale, en analyse numérique et analyse multi-échelle allant de micro jusqu'à macroscopique et modélisation de comportements mécaniques par la méthode des éléments finis. Voilà Voilà, en conclusion, je vous présente mes contacts et je suis ouverte et opérationnelle pour établir des partenariats et monter des projets ou participer à des projets de recherche et implication, bien sûr, de la production scientifique et des étudiants pour ça. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, du coup, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je vais. Directement, soit vous levez la main, soit vous écrivez sur le chat, c'est comme vous voulez. Ah, Mustapha Mefta a levé la main. Vas-y, Mustapha, on t'écoute. Oui, bonjour Alima. Donc, merci pour la présentation. C'était très clair. Moi, c'est pour ajouter quelques remarques et potentiellement poser des questions. Donc, la première, oui, les thématiques de recherche côté l'Atmos, bon, il y a des thématiques en physique solaire.
Donc, on a vu que sur les différentes missions, que ce soit SOHO, MDI, hein, un des instruments sur lesquels on a travaillé, mais aussi sur Solar Dynamic Orbiter, avec l'instrument HMI, et sur les instruments SODISM ou SolSpec, on voit en permanence des dégradations, hein, des instruments ou des détecteurs. Donc, l'enjeu pour nous, évidemment, c'est de faire de la mesure d'éclairement solaire spectral et de variabilité, et de voir les liens avec l'atmosphère. Et on a constaté des dégradations qui peuvent atteindre jusqu'à 90%. Donc, ma première question, c'est comment le β-GA2O3 peut-il nous permettre d'avoir un composant, un constituant, qui va nous permettre de faire une mesure plus stable avec un composant qui ne va pas vieillir? Généralement, merci pour la remarque. Étant donné que je suis à la base ingénieur en génie des matériaux et j'ai une connaissance sur les types de matériaux utilisés pour une application bien spécifique, et généralement, les oxydes, pas que l'oxyde de gallium, moi j'ai donné un exemple, mais généralement, les oxydes généralement possèdent une structure cristalline et leur permettre en fait d'avoir cette structure cristalline. C'est une structure en fait où il y a des électrons qui sont en mouvement, donc qui se permet généralement de faire la transmission d'électricité et avoir par la suite des bonnes propriétés électriques ainsi qu'optiques. Donc, généralement, ces oxydes sont des bons matériaux pour l'application sur l'optique. Et du coup, donc, je veux dire que la structure cristalline qui intervient et qui est un bon c'est une structure destinée en fait pour des applications optiques et qui permet en fait d'avoir une détection en fait plus précise et une bonne propriété physico-chimique. Donc, quand on dit une propriété physico-chimique, ça veut dire une résistance, à la dégradation de l'environnement. On sait tous que l'atmosphère, donc les satellites par exemple envoyés en orbite, ils sont en contact avec le vent solaire, ils ont contact avec d'autres éléments, des éléments dans l'atmosphère qui peuvent être agressif pour notre matériau. Donc, le fait d'utiliser les oxydes qui possèdent des bonnes structures cristallines et qui ont des bonnes propriétés physico-chimiques et optiques, ça aide ou ça stimule en fait les exigences spatiales des différentes composantes. Voilà. J'avais une deuxième question là, c'est concernant les nanotubes de carbone, donc on les utilise. Bon, il y en a de deux types, hein. Il y a ceux de chez Nawa Technologies ou du Suret. Donc on les fait pousser, hein. Le principe c'est de les faire pousser et ensuite on vient les poser parfois sur des revêtements en cuivre. Le problème pour nous c'est le décollement du revêtement, hein. Donc la question c'est est-ce qu'il est possible d'envisager par exemple un modèle élément fini pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du contact, et notamment quand on a un flux solaire qui est assez important, hein. Donc moi, je répète, hein, on s'en sert pour faire des mesures de flux, notamment de bilan radiatif. Et à un moment, on peut avoir des décollements. Donc, est-ce qu'il est envisageable de faire des modélisations, notamment éléments finis, et de voir comment le composant adhère à des matériaux? Donc là, on est parti sur du cuivre, mais on s'intéressera à des dépôts sur, par exemple, du carbure de silicium, ou dans une autre mesure de l'aluminium, par exemple. Oui, oui, c'est envisageable parce que on peut faire l'une en fait des enjeux qui j'ai remarqué à partir en fait la lecture soit de vos articles, soit des thèses qui ont été faites sur ça, c'est la dégradation l'influence de la température en fait. Et du coup, on peut avoir un modèle mécanothermique en utilisant une simulation thermomécanique pour
toutes les composantes et essentiellement les nanotubes en carbone, et on peut regarder l'influence de la température sur le décollement du revêtement. Et puis, le choix aussi de revêtement et le choix, la technique de déposition de revêtement interviennent aussi dans la simulation thermomécanique de revêtement. Voilà. Donc, ça peut se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Oui, Philippe. Oui, bonjour Anna. Bonjour. Oui, moi ma question c'était effectivement s'il y a des matériaux qui ont des propriétés intéressantes, le besoin ça va être vraiment de les qualifier par rapport au vieillissement ultraviolet puisque c'est l'une des fortes contraintes dans l'espace. Et puis aussi le comportement dans le vide et le cyclage thermique. Donc, ce que je crois, c'est qu'effectivement, le test des matériaux serait pour l'usage spatial complet si on pouvait effectivement, pour les matériaux qui seraient utilisables avec des propriétés intéressantes, pouvoir leur faire subir ce test-là. Et là, on aurait une vraie vision de qu'est-ce qu'on peut utiliser. Parce que les matériaux que vous nous avez parlé, ils peuvent être pertinents, mais en même temps, s'ils ne résistent pas effectivement aux forts flux UV ou s'ils ne peuvent pas subir les cycles thermiques et les conditions du vide, effectivement, ça ne sera pas utilisable. Oui, c'est normal de penser à ça. C'est ce que j'ai indiqué dans le projet d'intégration. C'est l'un des enjeux de la recherche au LATMOS, c'est l'étude de vieillissement des matériaux parce qu'ils sont en contact avec l'atmosphère et ils sont exposés à la dégradation dans l'atmosphère. Et l'important, c'est en fait, de choisir, de sélectionner un matériau qui est propre, adaptatif à l'application spatiale, et aussi on peut étudier la résistance à la corrosion de certains matériaux avec des techniques physiques, des techniques aussi structurales et surfaciques pour tester les matériaux en fait pour l'utilisation spatiale. Moi, j'ai utilisé beaucoup de matériaux pour différentes applications, pas le spatial, mais je suis nouvelle en fait dans ce domaine, mais je suis prête d'apprendre et de faire la recherche et la bibliographie pour avoir même des mélanges, pas que matériaux. On peut avoir des composites qui sont composites pour profiter en fait de chaque élément, des propriétés bien spécifiques de chaque élément, et avoir des composites qui peuvent être utilisables pour l'application spatiale et surtout pour augmenter la durée de vie des composantes ou de la structure de CubeSat en général. Et je prends un exemple CubeSat, mais il y en a d'autres applications. Ouais. Voilà. Voilà. J'avais une autre petite question pendant que j'ai la parole. J'en profite. Vous avez des contacts avec l'ILV à l'université parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'instrumentation pour tester justement la qualité des revêtements. Alors, eux font plutôt de l'électrodépôt, mais du coup, ils ont aussi beaucoup d'instrumentation pour tester. Vous l'avez travaillé avec eux ou pas? Moi, j'ai des contacts avec l'UTBM, en fait, laboratoire, les RAMS, site Sévenon et site Montbéliard. En fait, j'ai fait une thèse avec eux. Je garde des bons contacts avec eux parce ils possèdent beaucoup de moyens de caractérisation qui sont sophistiqués pour la caractérisation physico-chimique et structurelle. Et j'ai aussi des contacts j'ai des bons contacts avec aussi mon laboratoire en Tunisie, matériaux avancés. On a aussi beaucoup de moyens. L'analyse thermique, par exemple, je l'ai fait là-bas, à l'ENIS. Et on a pas mal des équipements pour la caractérisation de surface ou même caractérisation mécanique. Voilà.
Ok, merci. Je veux juste ajouter une remarque par rapport à ce qui a été dit. Donc, l'environnement spatial, il n'y a pas de lien avec l'atmosphère. Et le problème qu'on a, c'est qu'à un moment, on peut avoir des composants qui sont en environnement, donc le sol, en laboratoire. Et quand on bascule en environnement spatial, il n'y a pas que le rayonnement UV qui nous génère des problèmes. C'est une combinaison de plusieurs effets. Donc, il y a les radiations, il y a les effets. Exactement ce que je voulais dire. Voilà. Effectivement, c'est surtout les radiations, puisque pour les détecteurs, en fait, ils sont encapsulés. Ils sont derrière une fenêtre saphir et c'est la dégradation vient des dépôts éventuels de contaminants qui peuvent se faire sur la fenêtre. Voilà, et pour le matériau lui-même, c'est vraiment les radiations qui vont effectivement pouvoir ou non le dégrader. Et dans le cas des oxydes, comme le β-GaO3 ou le MgZNO, qui nous intéressent pour leurs propriétés effectivement d'observation solar blind dans l'UV, eh bien, eux, ils sont effectivement radiation hard par leur structure effectivement cristalline extrêmement solide. Donc, c'est pour ça que, disons, la contamination, c'est vraiment pour les revêtements de surface, en particulier aussi pour les dépôts qui peuvent avoir lieu sur les fenêtres saphir ou UV, ou silice fondu qualité UV, par lesquels les détecteurs sont protégés. Voilà, et l'autre paramètre, c'était, bon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Luc, c'est pour donner des informations aussi à Lima, c'est tout ce qui est composite, pour nous, c'est un poison. Hein. Il y a des matériaux organiques, il y a des matrices, par exemple des matrices cyanates avec les fibres, et pour nous, ça, c'est des éléments qui vont dégazer, qui vont venir se poser sur nos détecteurs. Et à un moment, on va avoir un effet de polymérisation des contaminants. Hein. Le soleil va solariser, c'est comme du sucre sur une casserole qu'on chauffe. Ouais, ça sera. On va avoir un dépôt caramel. Donc, nous, ça nous intéresse d'avoir ces validations, ces tests. Et après, bon, petite parenthèse, de ce que l'on a vu, notre retour d'expérience, c'est que quand on fait des tests individuels, eh ben, on se rend compte que tout fonctionne. Et quand on arrive en environnement spatial, comme on combine les effets, donc moi, c'est ma question plus combinaison d'effets. Quel est l'impact de la combinaison des effets et comment les détecteurs se comportent quand on combine ces effets, notamment sur l'impact de la mesure et sur des paramètres comme le SNR, c'est-à-dire les rapports et les ratios signal à bruit. Pour les combinaisons, on peut faire expérimentalement, on peut s'approcher à la réalité, mais moi, je vois bien que c'est plus intéressant de faire des simulations numériques, en fait, en combinaison des éléments pour pouvoir simuler en fait le comportement de l'objet en contact avec l'atmosphère. Voilà. Et pour il n'y a pas que les ultraviolets, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai regardé un peu la littérature. Il y a aussi, à cause du vent soleil aussi, il y a des dépôts qui sont des dépôts de gouttelettes d'eau en cristal sur la surface et qui empêche en fait la précision de détection des différents capteurs. Donc voilà, tout ça, il y a beaucoup de paramètres qui s'interviennent et posent des problèmes dans l'environnement. C'est très compliqué. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis nouvelle dans ce domaine. Je pourrais m'enrichir mes connaissances sur ce domaine-là. Et puis, on peut regarder, on peut simuler, on peut y avoir beaucoup d'idées en fait de simuler le comportement thermique ou mécanothermique en tenant compte de tous ces paramètres de l'environnement. Voilà. Merci Alima. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Philippe a la main levée, mais je crois que c'est la main de tout à l'heure déjà. Ah, François Ravetta souhaiterait intervenir. Oui, c'est moi. Excuse-moi, Annabelle, je ne voyais pas où lever la main, donc je t'ai envoyé un petit… Pas de souci. Tu m'entends? Oui, on t'entend bien, François, ouais.
D'accord. Bon, merci Alima, hein. C'est très bien ta présentation et l'idée, c'était en effet que tu présentes tout ce que tu fais et tes compétences et qu'on trouve des liens pour le laboratoire. Donc, au-delà de ta présentation, je vois que tu as déjà des bons contacts avec, si j'ai bien compris, Philippe, Mustapha et David. Moi, c'est plus un complément que je voulais t'apporter parce qu'il se trouve qu'il n'est pas là. Dans le panorama, j'ai vu que tu citais les nanotubes de carbone. Donc, il y a aussi une activité nanotubes de carbone au laboratoire qui pourrait t'intéresser. C'est François Leblanc qui travaille sur ce sujet-là. Donc, c'est plutôt, lui, il utilise ça pour ioniser des gaz neutres et ensuite faire des analyses en masse et en énergie. Il y a des projets avec le CNES, avec l'ONERA, il y a une bourse CIFRE en cours. Donc, ça peut être aussi intéressant pour toi de les contacter pour voir ce qu'ils font. Parce que ça peut être aussi un axe qui t'intéresse et sachant que là, il y a aussi une activité, sachant qu'il y a aussi un enjeu spatial, hein, parce que je pense que c'est bien ton idée d'aller vers le spatial aussi, parce qu'ils veulent aussi faire de la spectrométrie de masse dans le spatial. Donc voilà, moi je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais comme je vois un peu tout ce qui se passe, je te le signale parce que François Leblanc n'était pas là, donc je pense que ça serait une bonne idée que tu le contactes. Ok, merci beaucoup, c'est intéressant. Ouais, si je puis ajouter une remarque, François, c'est vrai que les nanotubes de carbone, il y a deux possibilités pour les utiliser. François Leblanc les utilise de manière active, hein, c'est-à-dire ils sont actifs les composants, et nous dans l'application, on les utilise de manière passive. Tout à fait, oui. Mais a priori, il n'y a pas de questions. J'en vois pas dans la discussion. Alima, c'était positif pour vous, là, cette conférence, cette prise de contact et ces remarques? Oui, moi je trouve que c'est intéressant en fait d'être en contact. Moi je voulais en présentiel, ça c'est sûr. Ah oui. Je voulais en présentiel pour avoir un contact physique Nous entre aussi. les différents éléments de l'atmosphère, mais malheureusement vu la situation actuelle, donc on fait comme on peut. Ouais. Mais ça reste intéressant pour moi de présenter mes travaux de recherche, d'entamer des éventuels partenariats, des coopérations. Parce que je suis très intéressée par la recherche et je veux bien produire des articles et travailler avec les thématiques qui vont être les thématiques en fait de l'Atmos, parce que même si le profil il est un peu limité, mais je vois que c'est intéressant de créer ou d'autres axes de recherche ou d'améliorer certains points qui manquent dans les besoins actuels en fait au Latmos. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant, même l'échange avec les différents éléments les chercheurs de l'Atmos, c'est intéressant pour moi d'avoir des idées aussi parce que comme je vous ai dit, je suis nouvelle dans le domaine spatial. Je connais bien, j'ai des compétences dans le domaine mécanique, dans le domaine des matériaux, en fait, de développement des nouveaux matériaux, mais ça peut être, ce que j'ai fait, ça peut être appliqué dans tous les domaines, y compris le spatial. Très bien. Je suis sûre que ça va être très fructueux et puis, de toute façon, rien ne nous empêche, dès qu'on pourra, de faire quelque chose en présentiel. Ouais. Voilà, de nous réunir dans l'amphi et de recommencer, après de faire d'un séminaire ou de quelque chose l'Atmos, ou alors encore un vendredi de l'OVSQ, on verra, mais ça ne nous empêche pas de penser à ce qu'on fera quand on pourra se voir autrement qu'en vidéo. Merci. En tous les cas, merci beaucoup. Je crois qu'on peut se quitter parce qu'a priori, il n'y a plus de personnes qui souhaitent intervenir. Merci beaucoup, Alima. Merci à vous. Et puis voilà, si vous êtes d'accord, on mettra votre intervention qui a été filmée sur le site de l'Observatoire dans la rubrique des vendredis de l'OVSQ. D'ici quelques jours, voilà, on met toujours les conférences en ligne pour que les gens puissent les réécouter, les revoir. Voilà, si vous êtes d'accord. Oui, j'ai pas de problème. Ok, super. Eh bien, bel après-midi. Merci. Et bon week-end aussi. Merci, bon week-end pour tous. Oui, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.